Il est 7h45, bienvenue, c'est le petit déjeuner politique d'Agnès Pannier-Runacher qui est secrétaire d'État à l'économie. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Patrick Rouget. D'un mot avant de parler évidemment du plan de relance, vous aussi vous êtes à la relance parce que vous sortez d'une quatorzaine, là c'est ça, vous avez été tout à fait, j'ai été suspecté. Suspecté plus que cas contact. Ouais. Et donc j'ai été isolée pendant 14 jours. J'ai fait mon test, il était négatif. J'ai continué à être isolée 7 jours. Et là, je viens de sortir vendredi de cette situation. 14 jours, c'est un peu long tout de même, non? Il y a le débat actuellement pour diminuer et passer à 7 jours. L'enjeu, c'est de sécuriser et de couper les chaînes de contamination. Donc 14 jours, c'est sécurisant. Ensuite, il y a un arbitrage à faire. Si les gens, parce que psychologiquement, 14 jours c'est trop long, ils font 0 jour d'isolement, on a tout perdu. Donc c'est ça dont il faut prendre la mesure. En particulier lorsqu'on fait les 7 premiers jours et qu'on a un test négatif, c'est vrai que moi mon entourage était perplexe. Je disais non, on peut continuer à développer les symptômes quelques jours après et en fait on sera tous contents d'être sûr que vous bien sûr, voilà. Ouais, que tout le monde soit protégé, quoi, en quelque sorte. Bon, cela dit, pendant ces 14 jours, vous avez eu le temps quand même de travailler, tout à fait. faire du télétravail, de penser au plan de relance de l'industrie, de l'économie, parce que c'est quand même capital, et c'est l'une des actualités de cette rentrée avec l'autre sujet de l'insécurité. Vous avez lancé là plusieurs dispositifs, notamment aussi pour essayer de recenser l'ensemble des entreprises et savoir où elles en sont. Vous allez faire du phoning, c'est ça? Comment vous allez Alors, d'abord, le plan de relance pour l'industrie, on l'a voulu massif avec Bruno Le Maire. C'est 35 milliards d'euros pour l'industrie autour de 4 priorités: la décarbonation, la relocalisation, l'innovation et la modernisation des entreprises, le fait de soutenir leur investissement, de monter de l'appareil de production. On a besoin d'informer les entreprises de ces dispositifs. Et effectivement, au lieu d'attendre que les entreprises se présentent, s'intéressent au plan de relance et demandent qu'est-ce qu'il y a pour moi, on va aller à leur rencontre. J'ai préparé un document qui sera diffusé et mis en ligne sur le site du ministère de l'économie qui décrit, mais vu du point de vue des entreprises, je veux recruter, j'ai un problème de formation, j'ai des besoins d'exportation, je cherche à innover. Donc tous les dispositifs auxquels elles peuvent avoir accès, et nous allons les appeler. Les services de l'État en région vont appeler les entreprises de taille intermédiaire, systématiquement industrielles, puisque là, moi je m'adresse. Oui, c'est ça, c'est le secteur de l'industrie, c'est pas tous les secteurs. Non, parce qu'on pourrait pas appeler tous les commerçants et ça serait inefficace. En revanche, on peut appeler les 1000 entreprises de taille intermédiaire industrielle indépendantes de ce pays et les 33 000 PME, et je remercie les CCI qui vont nous prêter main forte sur les PME. L'objectif, c'est d'aller très vite. La relance, elle doit être maintenant. Si elle est dans 2 ans, ça n'a pas de sens puisque la crise sera passée. Oui. C'est-à-dire que les entreprises, elles pourront bénéficier de quoi? Par exemple, si elles veulent relocaliser leurs activités, qu'est-ce que vous allez mettre à leur disposition? 2 choses. Si elles veulent relocaliser et qu'elles relèvent d'un des 5 secteurs qu'on a repérés comme étant stratégiques pour des relocalisations, les intrants critiques, c'est-à-dire les matériaux de base pour fabriquer l'agroalimentaire, la santé, la 5G, toutes les technologies autour du mobile et l'électronique, alors elles déposent un projet très simplement sur le site de BPI, la Banque publique d'investissement. Si elles sont dans des territoires, elles relèvent d'autres secteurs, au contraire, elles se rapprochent des services de l'État en région, elles se rapprochent de leur région et dans le cadre de territoires d'industrie, elles peuvent proposer d'autres dispositifs. On a mobilisé 1 milliard d'euros pour les relocalisations, on accompagne en subvention d'investissement et dans certains cas en subvention de dépenses opérationnelles, notamment pour tout ce qui est sujet de décarbonation. Donc c'est des dispositifs extrêmement profonds et qu'on peut saisir immédiatement. Vous pensez véritablement et sincèrement qu'on peut avoir un retour massif du Made in France ? Quand on voit toutes les activités qui sont délocalisées, que l'on utilise encore Amazon et l'ensemble des services pour des produits qui sont fabriqués à l'étranger. Aujourd'hui, lorsque vous achetez des biens de consommation, dans 2 tiers des cas, vous achetez à l'étranger. Donc c'est pas difficile de bouger un tout petit peu sa consommation pour acheter du fabriqué en France et faire un bond au fabriqué en France. Ça, c'est le point de vue du consommateur.
Ensuite, du point de vue industriel, le consommateur, est-ce qu'il regarde toujours en fait les choses? Non, pas forcément, parce qu'il a besoin d'informations. Il est quand même intéressé par le sujet du fabriqué en France. Après, il y a la question du prix qui est une question légitime. Donc, il faut prouver que le rapport qualité-prix est meilleur. Il faut être bon. On ne va pas faire du fabriqué en France de mauvaise qualité. Là, on ne gagnera pas la partie. En revanche, si on investit dans la modernisation et si effectivement on est capable de proposer des produits qui ont, ne serait-ce que pour la décarbonation, qui sont moins polluants que des produits importés de très loin, pour le consommateur, ça peut jouer et à terme, on sera gagnant. Donc c'est de ça qu'on parle. Évidemment, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers les pays low cost. Oui. La facilité. Mais si nous faisons preuve de détermination politique, et c'est très exactement ce que nous faisons aujourd'hui, si les industriels dans les filières relèvent le défi, on est capable de remettre de la production en France. On l'a prouvé dans certains Parce qu'il y avait Benoît, l'auditeur, qui était en ligne avec nous juste avant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il disait on n'y arrive pas, etc. À un moment donné, il faudra qu'on se pose carrément la question du Frexit. Qu'est-ce que vous lui répondez à Benoît? Je lui réponds que là, on est complètement à côté du sujet, parce que la relocalisation en France, aujourd'hui, les chaînes de production sont en train de se régionaliser. Donc la compétition, on l'a fait avec le Portugal, on l'a fait avec l'Espagne, donc on l'a fait dans la même zone de l'Union européenne. Oui, sauf qu'on n'est pas à égalité, Portugal, vous le savez. On ne va pas baisser notre monnaie. Baisser la monnaie française, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat massif. Qui est prêt à l'accepter? Vous êtes prêt à accepter 10% de perte de pouvoir d'achat? Non, mais ça dépend pourquoi, parce que et ça dépend à quel niveau. Ce que disait en fait Benoît à l'instant, c'est qu'aujourd'hui il comparait les niveaux de vie. Grosso modo, il y a 25 ans, un jeune qui débarquait sur le marché du travail, ce serait l'équivalent de 2500 €. Aujourd'hui, il débarque avec 1500 €. C'est-à-dire que ce sont les plus bas salaires qui sont effectivement difficiles à réévaluer, quoi. Ça, vous êtes d'accord, quoi. C'est plus compliqué aujourd'hui. Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective économique, parce qu'en réalité, lorsque vous regardez l'évolution du pouvoir d'achat, il a effectivement stagné ces quelques dernières années, mais il a augmenté ces 3 dernières années. Il a augmenté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut prendre en compte les éléments fiscaux aussi. On est le gouvernement qui avons baissé la charge, les cotisations sociales du côté de l'employé, ce qui lui redonne du pouvoir d'achat, et qui avons baissé également les impôts. Et ça se traduit progressivement, mais je veux dire, c'est 5 milliards d'euros d'impôts sur le revenu qui a baissé cette année. Donc les gens qui travaillent sont en train de récupérer du pouvoir d'achat. Et il faut continuer. Et c'est bien pour ça que dans ce plan, et Bruno Le Maire a été très clair aussi sur ce sujet-là, que ce soit les entreprises ou les individus, les particuliers, il n'est pas question d'augmenter les impôts. Il faut jouer la relance et la croissance. Et pour certains, il faut éviter aussi une vague, bien sûr, de plans sociaux. Est-ce qu'il pourrait y avoir des créations qui vont compenser en partie derrière chaque projet d'investissement et chaque projet de relocalisation, vous avez évidemment des emplois à la clé. Et c'est bien l'enjeu. C'est-à-dire que notre plan, il a 2 pieds. Il a un premier pied qui est de venir en appui des entreprises qui ont des carnets de commandes qui se sont vidés du fait de la crise sanitaire pour tamponner une partie de leurs plans sociaux, parce que ces carnets de commandes, ils ont vocation à se re-remplir d'ici 1 an, d'ici 2 ans, peut-être d'ici 3 ans. Et c'est tout l'enjeu de l'activité partielle de longue durée. Et Elisabeth Borne est à la manœuvre pour diminuer l'impact des plans et faire en sorte qu'on conserve les savoir-faire et les compétences et qu'on protège les salariés. Et le deuxième volet, c'est effectivement d'investir massivement pour créer de l'emploi. Moi, des dossiers de relocalisation, j'en ai une trentaine sur la table aujourd'hui, avec de 50 à 600 emplois. Donc c'est les petits ruisseaux. Donc ça vient. Les grandes rivières. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est pas... Un exemple, le plan auto et aéro, c'est 1300 entreprises qui nous ont contactés. 1300 entreprises en 1 mois dans la torpeur estivale. La production de vaccins, il va y avoir, Sanofi promet un vaccin qui sera produit véritablement en France. Ça, vous avez des assurances? Moi, j'ai négocié la partie vaccin. Je suis la personne qui négocie au niveau européen sur l'ensemble du portefeuille de vaccins qu'on est en train de constituer. Plusieurs choses. D'abord, on est extrêmement prudent. C'est-à-dire que, à la fois, on veut donner accès aux vaccins pour les Français et aux premiers vaccins accessibles, mais en même temps, on est extrêmement vétilleux, on va dire, rigoureux sur les études cliniques, et on ne va pas crier au miracle sans avoir vu les résultats, et Olivier Véran est très rigoureux sur ce point-là. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on regarde le volet industriel, et s'agissant de Sanofi, évidemment,
on a travaillé à faire en sorte que leurs propositions de vaccins soient prises en compte au plan européen et que, en parallèle, une grosse partie de ce vaccin soit produit en France. À Vitry-sur-Seine, hein, c'est ça ou Marcy-l'Étoile et oui, Vitry-sur-Seine. Vitry, Marcy-l'Étoile, je rappelle qu'on remet un site de vaccin, enfin que Sanofi va investir 600 millions d'euros pour un nouveau site de vaccin qui nous redonne de l'élan dans la politique de santé française. Question avec Cécile de Ménibus. Un préavis de grève a été déposé par la CGT cheminot pour le 17 septembre. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, parle d'une grève par habitude. Est-ce qu'en temps de crise, il faut demander aux syndicalistes plutôt la paix sociale? C'est un effort supplémentaire? Alors, je crois qu'il faut distinguer des situations où la discussion sociale va se tendre. Moi, je traite des situations de restructuration d'entreprise, où les salariés mettent de la pression dans le dialogue social parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les solutions proposées par les dirigeants de l'entreprise. Et ça me paraîtrait aberrant de leur dire n'utilisez pas ces leviers-là à un moment où la discussion se crispe autour de la table de négociation. En revanche, effectivement, et je crois que c'est le point de Jean-Baptiste Djebbari, 4,7 milliards d'euros pour le ferroviaire. Qui aurait imaginé à la CGT ne serait-ce qu'il y a 2 mois, qu'on mette 4,7 milliards d'euros pour le ferroviaire. C'est ça, je crois. C'est qu'à un moment, il faut saisir aussi les opportunités. Donc ça veut dire que la grève est malvenue. On a des opportunités. Il y a des opportunités pour renforcer le service public ferroviaire. Je crois comprendre que c'est l'objectif des cheminots. Alors, soyons dans la construction et la co-construction de ce qu'on peut faire pour améliorer le service public ferroviaire, pour remettre en place des petites lignes et pour développer le fret ferroviaire. Ouais. C'est ça l'enjeu, il ne faut pas se tromper de combat. Brièvement, la production de masques, on est autonome maintenant en France ou pas ? Aujourd'hui, on importe, mais parce qu'on a la liberté d'importer. Mais si demain ça s'arrêtait, on serait capable de vivre sur nos ressources propres, à la fois parce qu'on a beaucoup stocké. Moi, j'ai demandé aux entreprises d'avoir 10 semaines de stock de masques. Et vous savez qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a des stocks très importants qui ont été constitués. Plusieurs centaines de millions. Plusieurs centaines de millions. Plusieurs centaines de millions de masques, tout à fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on produit aujourd'hui 50 millions de masques sanitaires, FFP2 et chirurgicaux par semaine. Là, on était à 3,5 en début d'année. Et par ailleurs, on est capable de produire 25 millions de masques textiles. 25 millions de masques textiles, c'est quasiment l'équivalent de 500 millions de masques. Et les prix peuvent baisser ou pas ? Les prix sont en train de baisser. Les prix sont en train de baisser, mais je le répète à nouveau, le masque textile lavable, réutilisable, à filtration garantie, c'est plus de 90% de filtration sur la majorité des modèles. C'est tout aussi filtrant pour le Covid, je ne parle pas d'autres types de virus, mais c'est tout aussi filtrant et c'est moins cher et plus écolo que le masque sanitaire. Absolument. Merci Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie, d'avoir été notre invitée ce matin. Ministre délégué à l'industrie, pardon, excusez-nous. À l'industrie, absolument, j'ai redit à l'économie. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. 7h58.